Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Allez, nous étions au Québec ce matin à 7h08 et à 8h42, nous prenons un avion avec une empreinte carbone importante pour aller à Bruxelles pour y retrouver Virginie Joran. Bonjour Virginie Joran, comment allez-vous ? Bonjour, je vais bien, merci, même si c'est un peu gris à Bruxelles, mais bon, on est là pour travailler. Hein. Oui, bien entendu. Et combien vous travaillez ? Alors, je vous présente pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes député français RN du groupe Identité Démocratie au Parlement européen, coordinatrice également et membre de la commission du marché intérieur et commission jury Covid. Alors vous êtes de tous les fronts depuis plusieurs mois, vous êtes une véritable star comme députée européenne. C'est intéressant parce que les gens se désintéressaient de la politique, notamment du Parlement européen, et vous, avec quelques autres, notamment Michel Rivasi, qui n'est pas du tout votre bord, vous êtes très connu aujourd'hui, vous êtes beaucoup suivi, donc c'est intéressant de voir que les gens se sont ressaisis à la politique. Et c'est pour ça qu'on vous invite, Virginie Joran, parce que vous avez plein d'informations. C'est normal. Donc, je finis ma petite présentation. Alors, on va parler contrat entre Ursula von der Leyen et Pfizer, les effets secondaires du vaccin, liberté de la presse, liberté d'expression, opacité démocratique de l'Union européenne, ou encore le rôle opaque, redisons-le, de l'OMS. Et je vous ai invité ce matin pour faire un tour complet de ces petites douceurs que nous prépare l'Union européenne et contre lesquelles vous vous battez, Virginie Joran, et sur lesquelles vous nous informez, bien entendu. Et nous en remercions. Une première question d'actu, Virginie Joran, là-dessus. On va faire vite, mais je voulais quand même avoir votre avis sur les émeutes qui ont secoué la France ou qui secouent la France depuis plusieurs jours. Quel regard portez-vous ? Et quel regard on a à Bruxelles de ce qui se passe actuellement en France, un peu partout ? On a 3 heures devant nous alors pour évoquer. Non, Virginie Joran, nous avons 35 minutes, vous le savez. D'accord. Vous reviendrez. D'accord, non, je plaisante. Écoutez, déjà triste parce que c'est toujours dommage de voir l'image de la France qui a fait le tour du monde. Hein. D'ailleurs, encore une fois, comme en 2005, c'est pas l'image de la France que moi je mets en avant, que je défends ici avec mon groupe au sein du Parlement européen. Mais bien sûr, c'est le premier sujet. Hein. Qu'est-ce qui se passe en France ? Moi, je suis à Strasbourg, donc qu'est-ce qui se passe à Strasbourg ? Est-ce que c'est pareil ? Est-ce que c'est vraiment la guerre civile ? Et j'ai envie de dire oui d'un côté et non de l'autre, parce qu'effectivement ça a duré quelques jours. Mais ce qui est malheureux, moi j'ai travaillé sur le sujet il y a très longtemps sur les violences urbaines. J'ai fait un DESS sur le sujet. Dans le diagnostic, on connaît la crise dans les banlieues. Il y a plusieurs paramètres, mais là je crois dans ce nouvel épisode, malheureusement, c'est aussi la goutte qui a fait déborder le vase par une partie de la population. Mais c'est aussi et c'est ce qui, pour moi, c'est mon sentiment. Hein, je pense qu'il est partagé par beaucoup. C'est contre ce gouvernement Macron. C'est pour moi le bilan de Macron, toutes ces violences qu'on a subies depuis 3 ans, toutes ces crises. Il faut pas se leurrer. Moi, je suis au contact de ces personnes aussi. Hein, je suis pas que dans mon bureau. Il y a le pouvoir d'achat a fait que ces gens, on leur demande de travailler. Certains, les parents d'ailleurs de ces émeutiers travaillent beaucoup. Ils ont un pouvoir d'achat qui se réduit. On leur demande de travailler plus. On les a confinés. Il y a eu, on l'a vu, des images terribles durant des manifestations. Et ça a fait qu'il y a eu cette goutte qui a fait déborder le vase et qui a fait qu'on est parti en violence partout dans les métropoles surtout. Et je regrette effectivement que ça continue, que ça se perdure, puisque ça fait 40 ans qu'on voit que c'est comme ça et que à la moindre étincelle, vous avez ce feu d'artifice. Et malheureusement, j'ai envie de dire, tous ces gouvernements qui précédents s'en sont contentés. Alors, ils ont envoyé quelques subventions, mais en fait, ils se remettent jamais en question. Et là, je pense que c'est vraiment un signal contre la politique de Macron, qui a été très autoritariste depuis ces dernières années. Et après, certains s'en sont servis, comme la LFI, pour encore mettre de l'huile sur le feu. Et du coup, au lieu d'apaiser, parce que c'est ça, il faut qu'on retrouve cet apaisement. Et puis, cette division, cette désunion, fait que il y a 2 France aujourd'hui, encore plus qu'avant, et là on l'a vu avec ces images, et c'est ça qu'il faut que nous on répare, l'apaisement, la reconstruction, l'union. Il faut arrêter de mettre les gens, de les diviser et d'attiser cette haine.
parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, au moindre problème, ça part comme ça en émeute et voire jusqu'à la guerre civile. Et ça, il faut absolument réparer ce lien. Et aussi, bon, on l'a vu, hein, les causes. Je vous l'ai dit, elles viennent de multiples causes. On ajoute de la pauvreté, on ajoute de l'immigration sans pouvoir les intégrer. On met du wokisme à l'école dans les banlieues. Il y a plus de profs qui vont dans les banlieues. Enfin, du coup, on arrive à ce genre d'événement qui est dramatique et qu'il faut absolument réparer. Et bien entendu. Alors Emmanuel Macron, il a quelques solutions. Il nous a dit que c'était les jeux vidéo. Oui. Puis il nous a dit que c'était la responsabilité des parents. Et puis il nous a dit que c'était les réseaux sociaux. Et puis d'ailleurs hier soir, il nous a dit que les réseaux sociaux, il allait les censurer ou les bloquer en cas de nouvelles émeutes. Bah oui, c'est encore une aubaine pour eux. Hein. Je veux dire, Ouais. il est dans une énergie de autoritariste. Donc tout est bon pour mettre en place des mesures liberticides. On l'a vu avec la crise Covid. Là, on va peut-être en parler, mais le certificat Covid qu'ils ont fait, qu'ils ont mis en place pendant la crise Covid, ils veulent le faire perdurer. Là, pour lui, c'est une aubaine. Parce qu'ils ont bien compris que les réseaux sociaux étaient une puissance qu'ils ne pouvaient pas maîtriser, et ça fait aussi l'objet des sujets qu'ici on a à la commission, puisque sous prétexte de désinformation, ils veulent censurer tout et n'importe quoi. Et là, c'est une aubaine pour lui, encore une fois de plus, pour mettre en place des mesures liberticides, parce qu'ils considèrent que tout doit être contrôlé, et ils se servent effectivement de ces émeutes pour mettre en place de nouveau, ou même continuer, j'ai envie de dire, un système de contrôle et d'exclusion. Là, je viens de recevoir un article. On n'a pas réussi à obtenir les SMS de Madame von der Leyen entre Monsieur Bourla, mais par contre, là, l'Union européenne est en train de s'activer pour mettre en place des systèmes de logiciels pour contrôler nos échanges téléphoniques. Alors, ouais, d'un côté, on peut pas, mais de l'autre, pour les citoyens, on peut. Donc, c'est toujours un peu le même problème. Ouais, effectivement, là-dessus, d'ailleurs, on nous dit souvent qu'on n'est pas en dictature. Bien sûr qu'on n'est pas en dictature, mais qui aujourd'hui censure, bloque les réseaux sociaux? Tournez-vous vers l'Iran, tournez-vous vers la Chine, tournez-vous des pays comme ça. Donc, je suis pas sûr qu'on soit vraiment sur des démocraties véritablement apaisées et qui ont atteint tout leur potentiel de liberté. Alors, on continue là-dessus. Où on en est, Virginie Joron, sur la transparence de ces contrats passés entre Pfizer, l'Union européenne, surtout Ursula von der Leyen? Est-ce qu'on les aura un jour, ces contrats? Est-ce qu'on pourra finalement voir les parties qui ont été biffées, notamment pour vous, députés européens, qui vouliez les consulter? On en est où, Virginie? Alors, on en est où? On en est à une semaine là du vote final de ce fameux rapport. Oui. Un rapport qui a été donc établi à l'issue de toutes ces auditions et réunions que vous avez pu suivre pendant 1 an et demi. Donc un rapport creux. Moi, j'ai l'impression qu'il a été même rédigé par Pfizer parce que c'est une ode au vaccin, c'est une ode à la stratégie de la Commission, et surtout, c'est aucune remise en question du problème des négociations qui ont été faites par la Commission et aussi par sa présidente. Donc on a un rapport très creux de 40 pages au préalable. Il a suscité plus de 3000 amendements. Quand même, c'est énorme. 3000 amendements. On se retrouve avec maintenant un document de 130 pages, mais qui est toujours aussi creux, où dedans vous avez la mise en place d'un calendrier vaccinal européen quand même. Oui. Vous avez la mise en place de compétences pour la Commission qui va continuer à mettre en place une stratégie vaccinale. Donc le rapport au départ, c'était leçon tirée de la crise Covid. Donc, on s'était dit, super. En plus, la présidente de la commission spéciale, attention, pas Madame von der Leyen, donc cette Belge, Madame Van Brandt, qui s'était occupée du dossier Dieselgate, je sais pas si vous avez suivi à l'époque, on s'était dit, tiens, elle va prendre le dossier à cœur et elle va se battre pour nous transmettre tous ces contrats, puisque c'est quand même des deniers publics. Je rappelle que c'est presque 71 milliards d'euros qui ont été contractualisés avec tous ces laboratoires. Pfizer a bénéficié du plus gros contrat, donc 2,4 milliards de doses. Au total, c'est 4,6 milliards de doses, avec effectivement un contrat qui est à 99% biffé, on dit, donc tout gris, donc on n'a accès à rien. Et on n'a toujours pas obtenu. Donc aucun changement de posture, aucune remise en question. Et j'ai envie de dire pire. C'est-à-dire que c'est pire parce que ça va encore plus loin. Et j'ai envie de dire la conclusion. Et là, ça va être la semaine prochaine. Et c'est important que vous m'interrogiez à ce sujet parce il est
les gens doivent savoir que dans une semaine, ce rapport va être voté. Et il faut vraiment qu'ils alertent les députés européens, pas de notre bord puisque nous on va voter contre, mais les autres, mais aussi bon après s'il y a d'autres personnes, d'autres pays comme en Belgique, je sais qu'ils m'écoutent et tout, qu'il faut qu'ils interrogent leurs députés parce que aucune remise en question sur manque de transparence, ça fait quand même l'objet depuis 2 ans de critiques, la médiatrice, le procureur européen qui s'est saisi du dossier. Vous avez une plainte ici en Belgique. D'ailleurs, j'ai reçu hier Frédéric Baldan qui m'a annoncé que du jour au lendemain, on lui avait enlevé son badge d'accès au sein du Parlement, alors que ça faisait 6 ans qu'il l'avait. Il était notre invité la semaine dernière, Virginie Joron, avec son avocate, Maître Diane Prota. D'accord. Je l'ai vu, je l'ai croisé hier. J'ai bu un café avec pour voir comment il allait, s'il avait pas trop de pression, parce que c'est quand même un monde un peu de requins. Et il me disait que du jour au lendemain, il a plus en 5 jours, il a perdu son badge. Nous, on l'avait demandé en commission, la levée des badges pour Pfizer, parce que je rappelle que normalement, ils auraient dû venir, Monsieur Bourla aurait dû venir en audition, qu'il n'a pas souhaité se joindre à nous, et pour cause, et on avait demandé la levée des badges. Et ça n'a pas été poursuivi d'une position positive, enfin, ça n'a pas été acté. Du coup, on se dit, voilà, 2 poids, 2 mesures. Donc, ce bilan est quand même catastrophique parce que même moi, en tant que député européen, donc je représente le peuple et en même temps, je suis là pour contrôler le budget. C'est notre rôle. On nous a demandé de ne pas parler, de ne pas prendre le téléphone dans des réunions à huis clos, de ne pas prendre de notes quand même, de ne pas parler, donc comme je l'ai dit, de ces négociations. Donc je dis, mais en fait, ils se foutent de nous, quoi, parce que au préalable, c'était quand même une commission spéciale pour faire le point sur la situation et surtout pour redonner confiance aux gens. Et en fait, pas du tout. Ils s'en fichent éperdument. Au contraire, moi, j'apprends là quand je reçois le rapport que officiellement en réunion, on nous dit que la présidente demande à Pfizer de venir par 2 fois. Il nous répond par question et en plus on doit justifier nos demandes quand même. Pfizer nous a demandé de justifier nos demandes. D'accord. Donc ça c'est le discours officiel de la présidente et j'apprends quand je relis le rapport qu'elle a eu quand même Pfizer est le premier laboratoire qui a été reçu le plus de visites de la part de cette commission dont la présidente. Et on voit qu'au mois de novembre, elle les a vus 3 fois. J'ai envie de dire, elle a vu 3 fois Pfizer. Au mois de novembre, c'est juste après, rappelez-vous, de la session du mois d'octobre, où Jane Small, la représentante de Pfizer, s'était un peu pris les pieds dans le sac, là, la pauvre, elle a pas réussi à bien répondre. Elle avait fait une boulette, soyons clairs, Virginie Joron. Elle avait fait une grosse boulette, on est d'accord. Voilà, on est d'accord. Une belle boulette, la pauvre. Elle a mal défendu Pfizer, là. Elle a fait la boulette de l'année. Bon, c'était, nous, on le savait, mais au moins, là, c'était dit par une représentante de Pfizer. Et il y a eu trois réunions. Au mois de novembre, vous pouvez vérifier, il y a un registre de transparence pour le coup, ça c'est bien. Ça, ils font bien les choses. Mais on n'a pas l'ordre du jour, on ne sait pas ce qui a été dit, et on ne sait pas ce que le résultat de ces réunions. Donc moi, ça me pose problème. Donc là aussi, je vais. Comment on peut estimer, et je sais que c'est votre combat, Virginie Joron, mais comment on peut estimer qu'à un moment donné, dans cette volonté de transparence permanente, on ne puisse pas savoir quel a été l'objet de la réunion, des discussions? Ça, c'est comme Gabriel Attal qui est allé au groupe Bilderberg au Portugal il y a quelques semaines. Ces gens se déplacent, discutent avec des intérêts privés, avec de l'argent public, parce que vous êtes quand même bien placé pour le savoir. C'est de l'argent public, et finalement, on sait rien sur rien. Et ces gens après ont de la démocratie plein la bouche, de la valeur européenne plein le nez. C'est quand même assez formidable, ça. C'est un système qu'ils ont mis en place pour eux et j'ai envie de dire j'irai plus loin dans le raisonnement. Là, dans ce rapport, comme je l'ai dit, on voit que c'est une ode à la stratégie vaccinale. Les traitements alternatifs, c'est pas du tout l'objet de ce rapport. Et on voit que en parallèle, on apprend. Heureusement qu'il y a les journalistes. Heureusement que vous faites votre travail, parce que nous, on nous dit, on nous muselle, on doit pas prendre le téléphone, et on apprend par Reuters. Que en anglais, l'article qui dit que il y a 2 jours, la commission a renégocié avec Pfizer la capacité de commander 325 millions de doses par an jusqu'à 8 ans. Ce qui veut dire quand on décode ça veut dire qu'il y a 2 mondes. Il y a le Parlement et la petite commission Covid où on nous fait croire que on peut parler du dossier, qu'on nous écoute. Et en parallèle, vous avez la commission qui continue son petit bout de chemin avec les laboratoires en direct
Et j'ai l'impression aussi que cette communication Reuters, c'est toujours pareil, et on le voit très bien dans ce dossier, c'est pour les investisseurs. Hein. Voilà, vous inquiétez pas. Le contrat, il y a 3 semaines, rappelez-vous, c'était donc la renégociation du contrat Pfizer parce que les États membres, ils en veulent plus de ces doses. La 4e dose dans certains États membres, c'est un flop. Vous regardez la carte là sur Eudra Vigilance, c'est un flop. Il y a eu au total sur 4,6 milliards de doses, il y a eu un peu moins d'1 milliard d'injections. Et il reste des stocks un peu partout dans les États membres, notamment en Pologne, en Hongrie, Bulgarie, Roumanie. Ils veulent plus suivre la Commission. Ouais. Et du coup, comme il y a eu cette négociation, Pfizer a demandé, elle veut continuer à vendre ses doses. C'est sûr, ils sont là pour faire du pognon. Hein. Donc du coup, elle dit, elle a négocié, c'est quand même fort. Hein. Au lieu de 20 € la dose, on annule, mais à 10 € la dose. Ouais, c'est un peu le marchand de tapis, ça, Virginie Joron. Mais ça, juste pour finir, donc ça, c'est ce qu'ils ont négocié. Donc ça veut dire que les investisseurs, quand ils ont entendu ça, ils se sont dit, attends, on va quand même perdre 10 €, ça va pas. Donc ils sont remontés au créneau. C'est pour ça qu'on a eu cette information, pour dire, attendez, nos 10 €, il va falloir quand même qu'on se sorte financièrement de mieux que ça. Donc ils ont renégocié en off, et c'est ça qui est important, c'est plus les doses, mais c'est la capacité à produire des doses, donc pendant 8 ans, jusqu'à 325 millions de doses par an. Et ça, c'est pour les investisseurs. Et ça, on le voit encore dans le rapport parce qu'on voit bien que ceux qui sont les premiers à bénéficier de ces largesses de la Commission, c'est Pfizer, IPRA. IPRA, c'est, attention, ça aussi, il faudra creuser, c'est laboratoire espagnol. Et comme par hasard, la rapportrice de ce dossier, c'est une ancienne ministre de la Santé espagnole. Alors moi, j'ai envie de dire, c'est le hasard fait bien les choses. Les Français là-dedans, rien du tout. Hein. Sanofi oublié, Valneva, on n'en parle même pas. Donc on voit que ce dossier, il est vraiment opaque, creux, aucune remise en question. Donc c'est pour ça que moi j'alerte maintenant. Là, je vais faire une campagne dessus pour que les députés, donc nous en commission, on l'a voté. La bonne nouvelle, c'est que la majorité des partis, je dis pas des députés, la majorité des partis ont voté contre. Donc, ce qui veut dire, nous, notre groupe, Identité Démocratie, le groupe The Left, donc c'est la gauche, le groupe Les Verts a voté contre, le groupe ECR, c'est les conservateurs, a voté contre, et les non-inscrits. Donc, quand même, ça fait un petit monde. Les seuls qui ont voté pour, c'est PPE, donc les LR, Renew, Macron, et SND, c'est socialiste. Donc et c'est vrai qu'ils sont majoritairement plus nombreux. Mais j'ai envie de dire là, il y a les députés qui vont voter pour ce rapport, ils seront complices de ce manque de transparence de la Commission. Et du coup, ils seront complices aussi de ces négociations de Madame von der Leyen, qui est quand même critiquée depuis 3 ans et qui on ne peut pas accepter, je dirais même pas politiquement, mais pour des raisons de confiance. Auprès de leurs citoyens et surtout à quelques mois maintenant des prochaines élections européennes. Donc pour moi, ça va être important de voir ce vote parce qu'en fait, d'un côté, je parle beaucoup, je sais, mais j'en profite. On a vu Virginie, Joron, on va être obligé de passer aux informations. Je me permets vous nous expliquez ça après le bulletin d'information. D'accord. Parce que c'était pour faire le lien avec Qatargate, parce que Qatargate, ils ont fait tout un cinéma pour Qatargate, mais là, Pfizergate, ils veulent pas le voir. Donc alors, il faudra bien les attaquer. Pfizergate, vous allez voir, restez avec nous, ça va être une deuxième partie encore plus explosive pour la première, mais de suite, c'est le bulletin d'information d'Adèle Rosner. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Adèle Rosner dans le bulletin info nous faisait un petit point météo et puis nous on se fait un petit point Pfizer avec Virginie Joron qui est députée RN du groupe Identité et Démocratie au Parlement européen. Virginie Joron, nous en étions là, on était sur l'histoire de Pfizer et de ce rapport qui sera voté dans une semaine. Voilà, mardi prochain. Voilà, Donc quels sont les enjeux là pour ceux qui viennent de nous rejoindre rapidement et il faut alerter aussi pour ceux qui le veulent leurs députés parce que vous avez fait le comptage rapide à la BFM TV de ceux qui vont voter contre et de ceux qui vont voter pour. Il y a encore, vous l'avez dit, le PPE, vous avez Renew et l'autre de la gauche.
Ouais. Alors ça, c'est effectivement en commission. Maintenant, on va voir en plénière, puisque là, vous aurez la totalité des députés. Donc là, ils vont devoir se prononcer. C'est un vote pour moi qui est important parce que ce qui est remis sur la place, c'est le manque de transparence de la commission. C'est ça l'objet de ce rapport. Hein. Est-ce qu'on valide finalement le manque de transparence qui a été quand même souligné par la médiatrice, ce problème, qui a été souligné, comme je l'ai dit, par le procureur européen. Il faut savoir suite à la dénonciation de plusieurs milliers de citoyens européens, moi j'en fais partie, elle a ouvert une enquête. À ce stade, on ne sait pas où ça en est. Ça a été quand même souligné par un rapport de la Cour des comptes de l'Union européenne. C'est quand même une autorité indépendante et qui a autorité, d'ailleurs, qui est là pour contrôler le budget de la Commission. Donc, au regard de tous ces éléments, normalement, certains députés, c'est aussi le bilan, hein, c'est aussi pour moi ces 3 ans, c'est aussi le bilan de la Commission, ce manque de transparence qui est donc vu et au vu de tous par la gestion de la crise Covid, mais on le voit aussi avec d'autres dossiers qui en font partie de la vie de ce mandat du Parlement européen, avec l'affaire du Qatargate. Donc du coup, pour moi, c'est un vote très important parce que c'est là qu'on va pouvoir identifier ceux qui valident finalement la gouvernance de Madame von der Leyen. Parce que c'est ça, en fait. Hein. Est-ce qu'on valide le fait qu'elle puisse négocier tranquillement avec un laboratoire privé comme Pfizer, qui en plus ne défend pas les intérêts européens. Enfin, je veux dire, on aurait pu choisir des laboratoires, même s'il y a BioNTech dedans et que c'est une entreprise allemande. Effectivement, elle aurait pu au moins défendre un peu plus ses intérêts européens et surtout transmettre ces demandes aux médiateurs, aux procureurs et aux citoyens pour réparer ce manque de confiance, parce qu'il y a un manque de confiance. Donc c'est vraiment un vote important, parce que pour moi, ça va effectivement, on va voir quels sont les députés qui valident ou pas cette gestion qui, pour moi, est le emblématique de cette gouvernance de la Commission. Oui, pour vous, si je suis bien, Virginie Joran, c'est un véritable vote de confiance. Là, exactement. Va se passer. De bilan de la gouvernance de Madame von der Leyen. Ouais. Alors, je voulais qu'on continue parce que il nous reste déjà plus que 12 minutes, parce que le temps est toujours imparti et ça passe vite, surtout avec vous, Virginie Joran, et merci d'avoir accepté notre invitation, en duplex, bien entendu. Je voulais qu'on parle aussi, de cette histoire de certificat sanitaire numérique, mais rapidement, vous avez fait un tweet 21 juin dernier, parce qu'il faut suivre Virginie Joran sur les tweets, c'est toujours intéressant, et vous disiez, il est bon de rappeler qu'en mars 2023, Emer Cook, directrice exécutive de l'Agence européenne des médicaments, était incapable de nous donner le nombre de décès survenus suite au vaccin contre le Covid. On en est où, la Virginie Joran? Parce que je sais que c'est un nouveau cheval de bataille aussi. Là, on est où, concrètement? Pareil, les effets secondaires, c'est un sujet qu'ils ne veulent pas voir. Hein. D'ailleurs, le terme de effet secondaire, au départ, n'était même pas indiqué dans le rapport. C'est un rapport quand même qui parle du Covid, de la gestion de la vaccination. À aucun moment, il était précisé qu'il y avait sans doute des problèmes, enfin, je dis même pas sans doute, des problèmes post-vax et Covid, et donc ça a entraîné des effets secondaires et qu'il fallait quand même peut-être s'interroger et prendre en main ce sujet. La seule fois où ils en parlaient, c'était pour dire attention aux États membres, quand vous évoquez le terme d'effets secondaires, ça peut pousser les gens à pas se faire vacciner, donc attention à des informations. Vous vous rendez compte quand même. Donc effectivement, c'est un sujet que je lâche pas. J'ai été la première à avoir évoqué ce sujet grâce, parce que c'est ça aussi qui fait aussi la force de notre combat, c'est qu'il faut tout sourcer pour éviter qu'on nous taxe de fake news, etc. D'ailleurs, ils avaient essayé de m'emballer là-dedans et j'ai dit non, moi je fais pas de fake news. Vous avez des rapports de pharmacovigilance qui relatent des effets secondaires, ils les inventent pas. D'ailleurs, ils les appellent eux aussi effets secondaires, même s'ils mettent en gras qu'ils n'ont pas fait le lien direct avec le vaccin. En tout cas, ils existent. Donc moi, j'ai encore déposé une résolution parce que j'estime, effectivement, il y en a, il faut arrêter de nier cette évidence. Il y en a, et encore, c'est que la partie émergée de l'iceberg, puisque vous avez vu, c'est quand même un combat énorme pour pouvoir déposer. Il faut passer par le médecin ne veut pas. Après, vous pouvez le faire en direct, et ceux qui sont en direct, ils sont pas pris en compte. Enfin, il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles. On fait tout pour pas que vous alliez déposer vos problèmes d'effets secondaires liés à cette vaccination.
Et puis l'Agence européenne du médicament, vous l'avez bien vu dans cette intervention, elle se cache presque. Elle a pas envie d'entendre. Elle sait pas. Enfin, ils sont là, c'est des fonctionnaires, j'ai envie de dire, ils sont là avec leur petit fichier Excel, ils regardent les nombres, mais à un moment donné, jamais ils se disent bah tiens, à partir de quand même, tiens, il y a quand même 5, ils appellent ça des health fatales, datal F, donc des morts fatales. On peut, au bout de 5, on peut quand même dire on va peut-être interroger Pfizer, on va peut-être aller plus loin, on va peut-être cesser. Non, aucune remise en question là aussi, et c'est assez dramatique parce que dans ce rapport, encore une fois, la conclusion fait que vous verrez si vous avez le temps. Après ces 130 pages, de toute façon je le décortiquerai pour vous. On parle de, ils ont sauvé des vies. Alors ils ont fait des études pareilles. Alors ils sortent des études. On ne sait pas d'où elles sortent. Alors on a quand même vérifié. C'est souvent fait par des jeunes qui sortent à peine de l'université. J'ai rien contre, c'est très bien. Mais ils s'appuient sur des études de jeunes qui n'ont jamais fait finalement d'études au préalable et pour vanter qu'ils ont sauvé 250 millions de vies et ils le mettent dans le rapport. Mais par contre, aucun mot sur le problème du nombre de morts qu'il y a et qui sont répertoriés dans leur propre site Internet. Donc, à un moment donné, voilà, 2 poids, 2 mesures. Mais encore une fois, parce que ils considèrent, et c'est ça qui est important dans ce rapport, c'est que tout va passer par le vaccin. C'est vraiment un pilier pour eux fondamental de demain, de la gestion des crises de pandémie, la gestion même de la santé. Et on le voit bien parce qu'ils mettent sur le haut du dossier ils veulent mettre en place une gouvernance mondiale. Alors quand nous on le disait il y a 3 ans, on nous traitait de fous, voilà, on est complotistes. Mais là ils l'écrivent, ils appellent One Health, gouvernance mondiale de la santé. Le certificat, on pensait on l'a vu, ça a été un test au niveau européen. Il se termine là. Non, il est terminé en Europe. On avait voté cette extension jusqu'au 30 janvier 2023. Et d'ailleurs, entre-temps, le 5 juin, on a appris que Madame Kyriakides, cette commissaire de la santé, toute seule dans son coin, elle a décidé de donner cet outil à l'OMS. Même si nous, on savait puisqu'on suit le dossier. Mais ça veut dire que là, maintenant, c'est concret. C'est-à-dire qu'ils estiment que cet outil qu'ils ont testé dans l'Union européenne, Monsieur Breton, commissaire marché intérieur, m'avait dit lors d'une audition que cet outil était merveilleux, qu'il a permis de continuer, parce que c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'il vous enlève votre liberté, mais comme il vous redonne un outil pour récupérer votre liberté, ils vous disent finalement, c'est un outil de liberté. Vous voyez, c'est hyper pervers. Et donc du coup, cet outil a été accepté par la majorité de la population. Donc c'est une victoire, et donc ils considèrent que cet outil doit être maintenant repris au niveau mondial. Donc c'est là qu'on a appris, parce que là aussi on a appris par une communication de la Commission. On n'en a pas débattu de ce sujet en commission spéciale Covid. On n'en a pas débattu. Et le peu où on a pu se permettre de critiquer pour moi, cet outil de mesure liberticide, ça a été là aussi balayé d'un revers de la main, que ça soit en audition et maintenant dans le rapport aussi, dans le rapport vous verrez que ce certificat a permis aussi de sauver des vies, a permis à certains États membres de continuer à être à vivre, j'ai envie de dire, et aucune remise en question sur les mesures contraignantes qui ont exclu, qui ont divisé, qui ont fait perdre des métiers. Donc là, pas de problème. Alors que quand même, ici, c'est normalement le berceau de la démocratie et des libertés. Et donc, on se rend compte que l'OMS reprend cet outil. Et d'ailleurs, avec le président de l'OMS qui se targue que c'est un bel outil qu'ils vont donc déployer au niveau mondial. Bon, voilà, on est à ce stade. Donc, on se rend bien compte que la Commission reprend cette compétence santé qu'elle n'avait pas, qu'elle le valide via ce rapport et qu'en plus, elle s'octroie la compétence mondiale en négociant directement avec cette OMS, qui est, je rappelle, une organisation internationale non gouvernementale, des gens pas élus, qui sont mis en place selon le gouvernement. Donc on l'a vu par Macron, un coup ça a été Agnès Buzyn, rappelez-vous, parce qu'il fallait l'exfiltrer à un moment donné. Ils l'ont enlevé. Elle a fait même pas 6 mois. Ils l'ont enlevé. Ça s'appelle maintenant. France Travail, c'est Virginie Joron. Ça s'appelle France Travail, ça.
Ah, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Moi, j'aurais dit France Copinage. Et maintenant, c'est comment il s'appelle? Salomon. Monsieur Ah Salomon. oui, Jérôme Voilà. Salomon. J'ai vu que Jérôme Voilà. Salomon avait été primé aussi. Voilà, primé. Ouais. Il faut savoir aussi qu'ils ont l'immunité, hein, ces Ah oui. gens-là. Hein. Ouais, ils sont basés à Genève, ils ont l'immunité. Donc, on a des gens non élus, ils ont l'immunité. Ils sont financés en grande partie par la fondation Bill et Melinda Gates. Et ces gens, donc l'OMS, demain va déclarer l'état de pandémie, puisque c'est eux, hein, rappelez-vous, qui avaient déclaré qu'on était en pandémie. C'est eux qui disent quand c'est terminé. Et maintenant, c'est eux qui vont gérer l'outil des certificats Covid. Ouais. C'est pas merveilleux? Parce que là, le certificat sanitaire numérique, cette histoire-là, ça peut se mettre en place pour l'ensemble des vaccins. On peut tout imaginer, c'est-à-dire le Covid, mais autre chose aussi finalement. Oui, tout à fait. Une espèce de pédigré, un pédigré, non? Ben, c'est un passeport Voilà. vaccinal. Dedans, Ouais. vous mettrez tous vos vaccins. Alors moi, je suis vaccinée contre la fièvre jaune. Tous les vaccins classiques, j'ai envie de dire. Ouais. Donc en fait, ils vont se servir de ce passeport vaccinal pour contraindre les voyageurs à continuer de voyager, j'ai envie de dire. Ouais. Et dedans, ils vont inclure effectivement les vaccins Covid. Je sais pas si vous avez pris l'aéroport récemment, mais moi je bouge encore un peu et je vois que dans certains États, il y a encore, quand vous arrivez dans les aéroports, j'ai été en Nouvelle-Zélande il y a pas longtemps, je suis passée par aéroport en Nouvelle-Zélande et vous aviez encore toutes les mesures de contrôle de QR code. Donc le système est toujours là, il est dormant, j'ai envie de dire. Ouais. Il est dormant. Regardez, la dernière fois, sur le site Air France, quand vous partez effectivement à l'étranger, vous avez encore la bannière vérifier si dans certains États vous êtes vous voyez. Donc ils n'ont pas enlevé tout ça. Hein. C'est toujours là dormant. Hein. Et les premiers qui seront mis à contribution, ça sera effectivement les aéroports et les compagnies de transport aérien. Ben ça, avec le passe carbone, ça va être sympa les vacances. Ah ben ça sera après. Ça sera la deuxième cartouche. Ouais. Non mais alors, il reste 2 minutes, Virginie Joran. J'ai envie de vous poser une question là sur nous, petits journalistes indépendants. Non, pas petits. Mais si, mais bon, par rapport à l'Union européenne et cette histoire là de charte pour la presse, je crois que ça s'appelle, sur les libertés des médias. Freedom Act. Voilà, le Freedom Act là-dessus, Emmanuel Macron et son confrère Olaf Scholz finalement essayent à un moment donné, sous des couverts de la sécurité nationale, de pouvoir nous écouter gentiment via ordinateur, téléphone. On en est où de ça en 2 minutes, Virginie Joron? Ah ben ça, c'est en train aussi d'être mis en place. Hein. D'accord. Ils sont depuis cette mandature Van der Leyen. C'est un peu, on le voit par rapport même à d'autres députés qui ont plus d'ancienneté. Ils voient une nouvelle posture de la Commission, très autoritariste, très, comment dire, elle met en place des sanctions, elle met en place un cadre qui est contraignant et de surveillance. Parce qu'en fait, il faut se rappeler le contexte. Hein. Ils ont été traumatisés par le Brexit. Hein. Ils ont été traumatisés par le Brexit, traumatisés par la montée dite populisme dans les pays de l'Est. Donc, ils considèrent que la presse libre est une presse qui est fausse, qui fait de la désinformation et qui finalement induit mal les gens à bien voter. D'accord, c'est ça. Hein. Moi, je l'ai vu dans un rapport qui s'appelle les publicités des partis politiques. Donc du jour au lendemain, on nous met en place ce type de réglementation pour demander aux partis politiques lors des campagnes électorales, d'informer les gens s'ils ont bénéficié d'une publicité des politiques, s'ils ont bénéficié des pubs. Mais ça, on l'a toujours fait, il y a aucun problème. Mais en fait, derrière, c'est vraiment la trouille du résultat des votes démocratiques. Et rappelez-vous, c'est le Brexit qui a fait tout changer. Donc ils ont mis en place et ils continuent à mettre en place. Les titres sont très beaux, hein. Media Freedom Act, c'est magnifique, un acte pour la liberté. Mais quand vous creusez, hein, mais c'est ça l'arnaque et c'est ça aussi que les gens doivent pas se faire avoir. C'est-à-dire que derrière ces titres qui sont voilà, on peut pas voter contre. Quand moi je vois le titre, je me dis attends, voilà, oui la liberté, mais quand on regarde de plus près, c'est un système de contrôle, de surveillance, où derrière le terme de désinformation, eh bien en fait, on le sait bien, hein, on l'a vu avec la crise Covid, et puis d'autres sujets, moi je l'évoque pas parce que c'est pareil, il faut être prudent aujourd'hui, mais
c'est pas défini, mais c'est le narratif dominant. C'est-à-dire, si vous rentrez pas dans le narratif dominant, vous faites de la désinformation, et donc alors on veut vous contrôler, vous exclure. Et on le voit bien avec les plateformes d'ailleurs. Pourquoi Macron, il veut maintenant du jour au lendemain contrôler et supprimer les réseaux sociaux. C'est la porte effectivement à tout va. Et moi j'ai envie de dire oui à la dictature, parce que c'est effectivement, vous l'avez évoqué au début de l'émission, qui utilise ce genre de méthode? Qui utilise? Il y a peu de pays, Virginie Joron. L'Iran, la Chine, on l'a dit, même la Russie, pour cause, ils ont tout le temps, ils sont en train de la critiquer, mais c'est ces régimes-là qui utilisent ces procédés. Ouais. Alors, je vais être obligé d'arrêter l'émission là, chère Virginie Joron. Merci beaucoup. En tout cas, moi, quand l'Union européenne me parle de liberté, ça me fait claquer des molaires, mais je sais que vous aussi. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes député français RN du groupe Identité Démocratie au Parlement européen. Vous êtes venu nous parler ce matin des petites douceurs de l'Union européenne. Je vous souhaite une excellente journée de parlementation et de recherche et d'investigation, Virginie Joron. Bonne journée à vous. Merci d'avoir bonne journée à tous. Au revoir. Accepté mon invitation. Au revoir. Bonne journée.